Secondaire 2, les transformations de la matière, les changements physiques. Le premier type de transformation de la matière que nous voyons au secondaire 2, ce sont les transformations physiques. Dans les changements physiques, la nature et les propriétés caractéristiques de la matière ne changent pas. Aucune nouvelle substance n'est créée et, généralement, c'est réversible. Allons voir quelques exemples. Les changements d'état sont le premier type de changement physique. Au secondaire, nous voyons que 3 états de la matière, soit solide, liquide et gaz, et nous apprenons tous les noms. Pour plus d'informations, vous pouvez aller voir les états de la matière créés par Alloprof qui détaillent ces changements-là. Pour nous, c'est un rappel du secondaire 1 où nous nous rappelons qu'il y a l'état de la matière solide, liquide ou gazeuse, et que nous avons la fusion lorsque le solide est en train de fondre, nous avons l'évaporation lorsque le liquide est en train de s'évaporer, nous avons la condensation solide lorsque la phase gazeuse devient solide, nous avons la sublimation lorsque la phase solide passe directement à gaz sans passer par le liquide, nous avons la condensation ou même des fois la condensation liquide lorsque le gaz devient liquide, et finalement nous avons la solidification lorsque le liquide passe à l'état solide. Comme vous voyez, dans chacun de ces cas, aucune nouvelle substance n'est créée. Ces changements sont réversibles et ne créent pas de nouvelles substances. Le deuxième exemple est le changement de forme. On peut penser au laminage, par exemple, au découpage, au pliage, au moulage, au déchiquetage même. Dans chacun de ces cas, aucune nouvelle substance n'est créée, la nature des substances ne change pas, mais il est vrai que dans bien des cas, ce n'est pas réversible. Ça reste toutefois des changements physiques. La troisième catégorie, c'est la préparation ou la séparation des mélanges. Nous allons commencer par la préparation des mélanges. Eh bien, pour la préparation des mélanges, il suffit de dissoudre quelque chose dans quelque chose d'autre, ou de mélanger ensemble. Par exemple, si on dissout un peu de sucre dans l'eau, nous avons préparé un mélange. La nature du sucre ne change pas, aucune nouvelle substance n'est créée, c'est donc un changement physique. C'est même réversible, il suffit de faire évaporer de l'eau et le sucre va rester derrière. Un autre type de dissolution, si on met du sel dans l'eau, nous avons encore une fois une préparation de mélange, un changement physique. Par contre, avant de parler de la séparation des mélanges, nous devons parler des mélanges eux-mêmes. Pour ça, je vous recommande d'aller voir la vidéo de Alloprof sur les mélanges. En ce qui nous concerne, eh bien, nous allons séparer les mélanges en mélanges hétérogènes, ça veut dire qu'on y voit plusieurs phases. Par exemple, le mousseux, où on peut voir une phase gazeuse et une phase liquide. Le pain au raisin, où on peut voir des raisins et le pain. La vinaigrette, où on peut voir l'eau et l'huile et les épices. Bref, tous les mélanges où on peut voir différentes phases, où on peut distinguer les composantes. Tout cela, ce sont des mélanges hétérogènes. De l'autre côté, nous avons les mélanges homogènes, les mélanges où il n'est pas possible de distinguer les différentes constituantes. Par exemple, l'eau du robinet. L'eau du robinet n'est pas de l'eau parfaitement pure, ce n'est pas de l'eau distillée. Il y a des sels, il y a des minéraux, mais nous ne les voyons pas, c'est donc un mélange homogène. Nous avons le bronze. Le bronze est un mélange de cuivre, de zinc, de nickel, de différents métaux qui ont été mélangés ensemble lorsqu'ils étaient en fusion, et ensuite ils ont été refroidis jusqu'à ce qu'ils deviennent solides. Le bronze est donc un mélange homogène de métaux, c'est ce que nous appelons un alliage. L'eau salée. Il suffit de mettre du sel dans l'eau, la dissoudre, et on ne pourrait pas deviner juste en la regardant, c'est donc un mélange homogène. C'est un mélange aqueux, puisque les mélanges homogènes qui ont l'eau comme solvant vont être appelés aqueux. On peut même parler de l'air qu'on respire. Bien sûr que l'air que nous respirons n'est pas seulement de l'oxygène. Il y a aussi du CO2, il y a de la vapeur d'eau, il y a de l'azote, il y a plusieurs gaz qui se mélangent. Mais puisqu'on ne peut pas voir la différence avec les yeux, on va dire que c'est un mélange homogène. Ce qui nous amène à la séparation des mélanges. La première méthode de séparer les mélanges est la décantation. Encore une fois, Alloprof a créé une vidéo sur la décantation que je vous invite à aller voir. Dans notre cas, la décantation, c'est tout simplement l'action de laisser reposer pour que le mélange hétérogène se sépare. Attention,
La décantation permet de séparer les mélanges hétérogènes, pas les mélanges homogènes. On a beau attendre avec de l'eau salée sur la table, le sel ne va pas tomber dans le fond. Par contre, si nous avons de l'eau avec de la boue, si on attend un peu, la boue va tomber dans le fond et l'eau claire va rester en haut. On peut aussi utiliser la décantation pour séparer deux liquides. Dans certains cas, par exemple, séparer de l'eau et de l'huile peut être difficile, mais nous pouvons les mettre dans une ampoule à décantation, attendre un peu et récupérer l'eau, ensuite récupérer l'huile séparément. Si la décantation prend trop de temps, nous pouvons aussi utiliser la centrifugation, en d'autres termes tourner très rapidement pour forcer les parties lourdes à tomber dans le fond. Nous utilisons ça par exemple dans les hôpitaux pour séparer le sang pour faire les tests sanguins. Nous allons tourner dans une centrifugeuse très rapidement, ce qui va forcer les parties lourdes à descendre et les parties moins lourdes à rester sur le dessus. La deuxième méthode, c'est la filtration. Encore une fois, Alloprof a fait une vidéo sur la filtration. La filtration consiste tout simplement à faire passer à travers un filtre. Si ça prend un peu trop de temps, nous pouvons aussi mettre une espèce d'aspirateur en dessous et faire la filtration sous vide. Attention, la filtration permet encore une fois de séparer les mélanges hétérogènes, pas les mélanges homogènes. La troisième méthode, c'est le tamisage. Le tamisage, c'est tout simplement faire passer à travers un tamis. Le tamisage est utilisé dans la cuisine, dans la construction, en cherchant de l'or. C'est une méthode pour séparer les solides des autres solides ou tout simplement les solides d'un liquide. Nous pouvons aussi utiliser ça par exemple pour les pâtes que nous faisons dans la cuisine. Dans un sens, c'est un peu comme faire une filtration. La quatrième méthode, c'est d'utiliser l'évaporation. En d'autres termes, laisser évaporer le liquide pour récupérer les constituantes solides. Le problème avec cette méthode, c'est que ça peut être long. Et en plus, dans certains cas, nous voulons de l'eau et non pas le sel qui était dans l'eau. Dans ces cas-là, nous avons un petit problème avec l'évaporation. Et nous allons passer à la dernière méthode, qui est la distillation. Encore une fois, je vous recommande d'aller voir la vidéo de Alloprof sur la distillation, mais dans notre cas, on va le définir tout simplement en disant que c'est récupérer la vapeur et la recondenser en liquide. En d'autres termes, nous allons faire bouillir notre substance, récupérer les vapeurs et les forcer à redevenir liquides en les faisant passer à travers un tube froid. La vapeur d'eau qui va monter sera propre, toutes les saletés vont rester derrière et nous allons récupérer l'eau distillée qui sera parfaitement propre. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir les changements chimiques et la conservation de la masse. Merci beaucoup tout le monde.